Bien. Alors, j'avais dit que j'attaquerais les conditions limites de Dirichlet pour les lois de conservation scalaire aujourd'hui, puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même d'autres choses à expliquer, ce qui complète ce que je vous ai déjà raconté. Donc, ça permettra de réorganiser. Donc, le thème aujourd'hui, avant d'attaquer une section sur l'existence. Donc, l'objectif, ça sera de résoudre avec une assez grande généralité en ce qui concerne la régularité, de résoudre ce type d'équation, donc on va dire dans RD. Et on sera toujours en train de manipuler des fonctions qui sont continues en temps à valeur dans L1 et qui seront bornées. Bien. OK. Alors, on a vu les notions de solution, on va dire de sous-solution et sur-solution entropique, des résultats d'unicité, des résultats de contractivité. Donc, en revanche, je crois avoir cité au moins une fois l'existence de solutions et évidemment la dépendance continue par rapport à la donnée initiale est claire puisque on a une estimation de contraction dans L1. Je n'ai pas parlé de dépendance continue par rapport au flux, et c'est d'ailleurs relié à l'existence, comme on va le voir. Le flux étant ses fonctions, le i n'étant pas au bon endroit. Donc là-dedans, x est dans RD. Bien, et donc les questions vont se poser sur justement les fonctions FI. Alors, sur les fonctions FI, que vais-je supposer? Je vais supposer fondamentalement au minimum que FI est dans L1 log à valeur les fonctions continues. Alors ça, c'est L1 log, c'est en X. Fonction continue, c'est U. C'est pas un espace, ça. C'est un espace. Enfin, c'est pas un espace. C'est pas un banard parce qu'il y a le log et puis la continuité. En fait, c'est pas la norme du sup qui m'intéresse là-dedans. C'est la norme du sup sur tous les compacts, puisque de toute façon, U est borné. Bien. Donc, cela veut dire que, évidemment, si vous prenez un compact dans RD, si vous prenez un intervalle borné, là, vous avez cette partie-là est un espace est un espace de Banach, il n'y a pas de problème. De manière générale, c'est un espace métrique parce qu'il suffit de prendre une suite croissante de compacts, une suite exhaustive de compacts, une suite croissante d'intervalles, et puis on a la convergence associée qui est simplement la convergence qui est vraie pour tout compact de RD croix R. Donc L1 log de C, c'est ça que j'entends. Attention, ici, je n'ai pas mis la convergence uniforme ou la norme uniforme sur tout R. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, je n'ai pas envie d'écrire C log, c'est un peu ridicule. Bien. Et deuxième hypothèse, c'est de dire que la dérivée par rapport à x de FI est également dans L1 log dans C. C'est ça, c'est au fond la régularité minimale dont on a vu qu'elle assurait l'unicité et la propriété de contraction, ou le fait que le maximum de deux sous-solutions soit une sous-solution. Donc ça, c'est W1 en X, et puis il faut faire un tout petit peu attention dans quel ordre on met les variables, et c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Donc bien entendu, si on a des flux qui sont indépendants de X, c'est juste une fonction continue. OK. Donc là, vous voyez que les hypothèses de régularité sont énormément réduites par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, où je disais toujours c'est régulier en Z. Donc là, on va travailler un tout petit peu sur la régularité. Ça ne change rien aux démonstrations que j'ai faites sur l'unicité, puisqu'on s'est servi, et j'ai pointé exactement sur cette hypothèse pour l'unicité contractive. Unicité, contraction dans L1, et puis ou dire que si U et V sont sous-solutions, ça entraîne que le max de U et de V est sous-solution. Bien.
En revanche, il y a des petites choses à dire. Alors c'est vrai que dans le cas indépendant de x, l'existence est une conséquence aisée de l'unicité de la contractivité, je vais l'expliquer rapidement. Dans le cas où c'est régulier par rapport à x, plus que ça se passe aussi très facilement, parce qu'on va avoir des estimations, on va essayer d'obtenir des estimations dans BV. Et puis, après, dans le cas général, il va falloir faire un tout petit peu plus attention. Bien entendu, il y aura quand même des hypothèses, ne serait-ce que pour assurer que U est borné. Quand on n'a pas de dépendance en X, la bornitude est triviale. Parce qu'on a, a priori, U reste compris comme on a unicité, contraction, cette propriété qui entraîne le principe de comparaison. Donc on compare avec des constantes et c'est fini. En revanche, quand il y a une dépendance en X, les constantes sont plus solutions et donc il faut faire un tout petit peu attention. Et c'est d'ailleurs assez naturel. Si vous pensez ici à une équation linéaire avec un champ de vecteurs fois U, eh bien la borne et l'infini va dépendre de savoir si le flot a tendance à écarter les trajectoires ou s'il y a des points où les trajectoires se rapprochent. En d'autres termes, c'est la divergence du flot qui contrôle la norme et l'infini. Fait bien connu pour l'équation de Liouville conservative. Eh bien, alors donc, il va falloir faire quelque chose pour des estimations à l'infini. Donc, je vais quand même, on aura besoin d'hypothèses en plus pour l'existence dans le cas dépendant en X. Pas beaucoup plus, mais un tout petit peu plus. On aura besoin d'une hypothèse pour avoir l'infini. Puis après, on aura l'existence. Bien. Que dire d'autre? Ce que l'on peut dire d'autre, c'est que dans le cas, en ce qui concerne l'existence, dans le cas où les FI sont indépendants, donc le premier point, c'est les FI sont indépendants de X, donc la théorie traditionnelle, classique, en fait, on peut très facilement se convaincre de l'existence. C'est tellement classique que je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Et une technique est certainement de régulariser l'équation en rajoutant un petit peu de viscosité. Bon, alors cette équation-là n'est pas compliquée à résoudre. Il y a des estimations, on a des bornes à l'infini. Donc on a quelque chose, en tout cas lorsque les FI sont réguliers, on a une bonne solution. À ce niveau-là, de régulariser en prenant simplement FI continu ne pose pas de problème. Et donc on a autant de régularité, on a un truc borné ici, et donc on a autant de régularité que ce que l'on récupère par l'équation de la chaleur avec un second membre qui est la dérivée d'un truc borné. Donc ce qui est déjà beaucoup, puisque ça veut dire presque borné en temps à valeur dans les fonctions lipschitziennes. Pas tout à fait, on loupe un tout petit peu, mais presque. Donc c'est pas mal de régularité. Donc ça, je n'en dis pas plus. En plus, c'est vraiment des questions relativement classiques. Et je ne vais pas aborder la question de la dépendance par rapport à f, que l'on verra de manière beaucoup plus systématique dans les cas qui dépendent de x. Bien. Donc, on a une solution de ce problème approché, équation dérivée partielle non linéaire classique, parce qu'on a une borne U epsilon est en temps égal à 0 et en temps. Initialement, on a une donnée initiale qui est dans L1 inter à l'infini. Bien, donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi le U epsilon converge vers quelque chose. U epsilon ou une sous-suite, puisque à partir du moment, et ça c'est des choses qu'on a déjà vues, où on sait qu'on va récupérer une solution entropique, si ça converge, on récupère une solution entropique, comme il y a unicité, c'est-à-dire que tous les U epsilon convergent, on peut récupérer la convergence là-dedans, et puis, bon, dans l'infini, non, mais tout ce à quoi on s'attend, à nouveau, totalement classique, je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus. Donc la question, c'est pourquoi il y a de la compacité.
Alors la compacité vient de deux choses. Elle vient en fait de l'estimé de contractivité et du fait que lorsque c'est indépendant de x, l'équation est invariante par translation. En effet, si u epsilon est solution, u epsilon de point plus h est aussi solution. Ensuite, on a la contractivité, c'est-à-dire que l'intégrale, la norme L1 de cette différence est majorée pour tout temps par ce qui se passe initialement. OK. Et donc, s'il n'y avait pas la variable temporelle, ben, ça serait fini, parce qu'on aurait un critère de compacité dans L1. Bien. Et c'est exactement ce qu'on veut, c'est un peu de compacité qui nous assure que l'on peut prendre une sous-suite qui converge vers ce qui est à ce moment-là automatiquement une solution entropique et la solution entropique. Donc ça suffit. D'ailleurs, au passage, si vous prenez h fois EI, je crois que je l'avais déjà indiqué ça, ou que h est égal à t fois EI, où EI est le ième vecteur de base et t c'est pas vraiment malin, S étant strictement positif, vous divisez par S, vous faites tendre S vers 0, et vous en déduisez que, bien entendu, quel que soit I, l'intégrale de du sur dxi à l'instant t est majorée par l'intégrale de du0 sur dxi, dx, si ceci existe, donc éventuellement ça vaut plus l'infini. Ça, c'est une estimation en fait un peu plus précise que BV, mais ça contient, comme c'est vrai, quel que soit-il, ça vous dit quelque chose sur la norme BV qui, elle aussi, la norme BV, c'est cette norme-là, et en fait, il y a tout un tas de quantités du même tonneau qui sont majorées. Donc ça, c'est une estimation BV classique dont j'ai déjà parlé. Mais en fait, on n'a même pas besoin de supposer que quoi que ce soit. Si U0 est dans L1, bien ça tend vers 0, et donc ça veut dire que les U epsilon, ils tendent uniformément. Enfin, cette mesure de la différence entre une fonction et sa translatée est uniforme en epsilon, uniforme en t, et donc s'il n'y avait que la variable x, ça serait fini, on aurait de la compacité. Donc il y a évidemment la variable temporelle, mais la variable temporelle, en fait, il n'y a pas de souci, puisque ce que j'aurais dû dire auparavant, c'est que U epsilon en norme à l'infini est majoré par U0 en norme à l'infini. Donc là, c'est en x, et là, c'est en xt. Ben pourquoi? Parce que les constantes sont solutions et qu'on a un principe de comparaison. U0 est plus grand que son sup, et plus petit que son sup, et supérieur à son inf. Donc la même chose reste vraie pour tout temps sur U epsilon, et donc ça, on a cette estimation, je l'ai déjà mentionné, je n'y reviens pas. Donc on a des bornes L infinies, on a des bornes L1 aussi sans problème. Donc ça, c'est juste, si vous voulez, le fait que l'équation soit conservative. Donc, c'était L1 qui est majoré par U0 L1. Et là, c'est vraiment la norme du sup sur tous les temps. Bon, OK, on a toutes ces bornes. Donc, on a de la compacité, si vous me permettez l'expression, en x. Quid de la variable temporelle? Alors, la variable temporelle, c'est des lemmes bien connus maintenant. Que l'on peut raffiner à l'extrême. En fait, on n'a besoin de rien, si ce n'est de dire que du epsilon sur dt est borné dans quelque chose. Donc, dans quoi? Eh bien, là, vous voyez que du epsilon sur dt, il est borné dans L infini en temps, à valeur, dans quoi? On rejette tout ça de l'autre côté, on dit ça c'est la dérivée d'une fonction L infinie, ça c'est la dérivée seconde d'une fonction L infinie. Donc là, je peux mettre n'importe quel espace en x, aussi négatif que vous vouliez, donc vous mettez w moins m 1, 2, ce que vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance, m aussi grand que vous voulez, là en l'occurrence c'est m égale 2 et vous pourrez remplacer 1 par infini si vous en avez envie. Donc ça suffit.
n'importe quoi. Et ces deux faits-là, vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec la loi de conservation scalaire, ces deux faits-là entraînent la compacité dans L1. Et en fait, dans plus que dans L1, mais enfin, compacité en xt. Vous allez voir. Ayant dû pousser ce genre de lemme dans des sujets encore plus compliqués énormément, je me suis rendu compte que plutôt que d'essayer d'avoir un lemme général avec des espaces fonctionnels, ce qui est important, c'est la méthode de démonstration. Et la méthode de démonstration la plus simple, c'est de se servir de la régularisation par convolution. Donc, c'est de dire que je vais omettre le epsilon, étant entendu que tout ce que je vais écrire sera indépendant de epsilon, et c'est d'observer que U moins U convolé avec une fonction de régularisation ρ delta. Donc, mes ρ delta, c'est toujours la même chose. Je vais m'en servir dans un petit moment, donc je vais l'indiquer ici. Donc on est dans RD, ouais. Rho de point sur delta. Delta compris entre 0 et 1. Rho positif, c'est infini à support compact, et l'intégrale de rho est égale à 1. Et je normalise le support pour qu'il soit inclus dans une boule de rayon 1. Bien, donc ça c'est toujours mes fonctions de régularisation. Alors du fait que vous avez ceci, cette estimation L1, bien, vous voyez tout de suite que le sup sur T positif de la norme L1 de cette différence, puisque U convolé avec ρ delta, c'est quoi? Ben, c'est une somme convexe, puisque l'intégrale de ρ delta vaut 1, de translater de U par des H qui sont dans le support de ρ delta, c'est-à-dire dans la boule de rayon delta. Donc ça veut dire que là-dedans, on peut tout de suite majorer par ceci, à savoir sup pour les H en norme inférieure à delta de U0 moins U0 2 points plus H. Donc ça, c'est aussi petit que je veux quand delta tend vers 0. Donc ça veut dire que les U ou les U étoiles ρ delta, ils sont à peu près pareils. Maintenant, les U étoiles ρ delta, ils ont toute la régularité que vous voulez en X. Donc ça, ce sont des bêtes qui sont régulières en X. Puisque ρ et c'est infini, donc c'est infini. Bon, je ne regarde pas ce qui se passe à l'infini, etc. C'est un raisonnement local. Régulière en X. Le temps, bah maintenant vous régularisez ça, donc vous voyez que c'est vraiment une trivialité. Vous régularisez ça, donc du sur dt, il est dans L infini en temps à valeur dans W moins M1. Donc si vous régularisez avec ρ delta, bah du sur dt, il est dans L infini, du étoile ρ delta, il est dans L infini en temps, à valeur maintenant dans tout ce que vous voulez, parce que comme j'ai convolé avec ρ qui est C infini, là maintenant, donc c'est K, tout ce que vous voulez, de quel que soit K. Voilà, donc maintenant vous avez une fonction qui est très régulière en X, U, dont la dérivée en temps est très régulière en X, et elle est bornée en temps, donc là ça devient juste du théorème d'Ascoli. Bon, qui donne la compacité de U étoile ρ delta de U epsilon étoile ρ delta. Et comme les U epsilon et les U epsilon ρ delta sont voisins, aussi voisins que l'on veut, bah, quand on est comme ceci aussi proche de choses compactes, bah, on est soi-même compact. Bien, donc c'est voilà le genre de technique qui est en jeu. J'ai fait ça très vite, mais c'est vraiment pas les choses que je veux développer ici. C'est des choses que je qualifie de classiques, même si j'aime bien ce genre de technique où on se sert
où on se sert de la régularisation par convolution pour vraiment lire ce dont on a besoin sans se farcir des considérations tordues sur des espaces fonctionnels. Ça n'a rien à voir avec les espaces fonctionnels. Il faut très très peu de dérivées en dérivée temporelle. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un du sur dt qui soit un peu mieux qu'L1 pour récupérer de la compacité en temps si on veut la convergence uniforme. Si on veut uniquement de convergence dans LP en temps, on a besoin de moins. Mais vous le lisez en regardant les régularisations, en vous servant des informations. Bien. OK, donc l'argument, c'est que à partir du moment où on a ces bornes a priori et que la contraction nous donne, c'est ça, l'inégalité clé est ici, le reste c'est de l'habillage technique. L'inégalité clé est ici parce que c'est celle qui vous fournit la compacité en X. Et on se sert de manière fondamentale du fait que si U est solution, la translatée est solution, l'invariance par translation. Donc dès qu'on rajoute un X, ça s'effondre. Donc c'est là où, traditionnellement, dans la littérature classique remontant à Khrouchtchev, on met suffisamment d'hypothèses en X pour avoir une estimation BV. Et on va récupérer la compacité. En même temps, dans l'unicité, on n'a absolument pas besoin d'avoir les hypothèses qui vont être nécessaires, que je vais écrire dans un instant, pour avoir une estimation dans BV. Donc, je vais parler de l'estimation dans BV pour dire qu'est-ce qu'il faut. Auparavant, il me faut parler de l'estimation. Donc, on va collecter des estimations. A priori, L1, il n'y a pas de problème, c'est conservatif, même s'il y a dépendance en X. Donc ça, on s'en moque. L infini, pas clair. Puisque pour L infini, c'est le principe de comparaison et dire que les constantes sont solutions. Alors, pour L infini, formellement, de quoi ça vient? Et là, il va y avoir besoin d'une hypothèse qui est absolument nécessaire. On va dire que du sur dt, formellement, et ceci peut être justifié au niveau des approximations, j'y reviendrai quand je parlerai réellement d'existence. Pour l'instant, il s'agit d'obtenir au moins formellement des estimations a priori. Quand je dérive le truc qui est là-bas, ça me donne quoi? Ça me donne, il faut être un peu plus précis, dfi sur des z de x et de u du sur des xi, plus dfi sur des xi, que je vais appeler la divergence en x de f de x et de u. Je vous ai déjà dit qu'il s'agit, dans le cas linéaire, d'une équation de Liouville conservative. Et donc, si on a un champ de vecteurs, c'est-à-dire l'équation qui nous dit comment la mesure des particules est transportée par un flot correspondant au champ de vecteurs auquel on s'intéresse, et que, évidemment, cette densité peut avoir des pics si on a quelque chose dont un flot qui a tendance à comprimer, c'est-à-dire un flot qui a tendance à rapprocher les trajectoires, à faire qu'on a un entonnoir où elles s'engouffrent. Et ça, c'est exactement gouverné par la divergence, et plus précisément par le signe de la divergence. Donc, là-dedans, on n'a pas quelque chose de linéaire, donc il faut faire un tout petit peu attention à ce que l'on dit. Mais si on veut une estimation à l'infini, on a formellement ici pas de souci avec l'estimation à l'infini. C'est au niveau de la divergence qu'il faut faire un peu attention. Et à nouveau, c'est naturel dans le cadre linéaire. Dans le cadre linéaire, on a la divergence du champ de vecteur fois U. Bon, et donc, que vais-je dire? Bien, je vais dire que la divergence en x de f de x et de z, multipliée par le signe de z, parce qu'il faut faire attention suivant le signe de u, doit être supérieur ou égal à moins c0 fois 1 plus z. Voilà l'estimation qui donne une estimation à l'infini. Pensez que u est positif. Eh bien, si la divergence est positive,
eh bien, ça réduit la taille du U. Ça, c'est une situation où les trajectoires ont tendance à s'écarter les unes des autres. Donc, il faut faire attention au sens du temps dans le flot associé. C'est pour ça que... donc, c'est un flot qui est plutôt expansif. Lorsque la divergence est négative, alors c'est non linéaire, c'est plus dangereux parce que là, ça peut comprimer. Et on peut avoir des phénomènes de concentration qui font que la borne à l'infini n'est pas claire. Et ce, d'autant plus que je suppose très peu de régularité sur le flot. W1, 1, dans le cas linéaire. Donc, si je fais ceci, divergence en x de f de x de z sin de z, eh bien, vous voyez qu'au moins formellement, la norme L infini de U est majorée. Ça compte pour du beurre, parce qu'en un point de maximum, la dérivée s'annule, en un point d'extrémum, la dérivée s'annule, formellement. Et donc, vous récupérez C0 fois 1 plus une norme de U à l'infini. Et Gromval vous dit que vous avez une borne à l'infini. Le lemme de Gromval, pardon, vous dit que vous avez une borne à l'infini. Donc, l'estimation à l'infini, je vais recopier ici cette hypothèse et effacer rapidement cela. Donc, ça, c'est l'hypothèse divergence en x de f de x et de z sin de z. Donc, vous voyez bien que dans le cas linéaire, j'aurais dû le dire avant, c'est-à-dire là où f de x et de z, c'est b de x fois z. Z fois sin de z, ça vous fait la valeur absolue de z, et vous avez que la divergence de x est minorée, c'est exactement ce que vous voulez. Donc, divergence en x de f de x et de z de sin de z supérieure à moins c0 fois 1 plus z. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe une constante C0 positive ou nulle, telle que pour tout x et pour tout z, cette inégalité soit vraie. Tout x, non, puisque c'est juste presque partout en x. Donc c'est presque partout en x, quel que soit z. Bien. OK, donc là, l'estimation à l'infini, on peut oublier, il n'y a pas de problème. La dépendance en x, c'était un échauffement pour dire que là, il n'y a vraiment pas de souci à se faire et il n'y a rien à faire, à vrai dire. On va maintenant passer à l'estimation BV. L'estimation BV, elle va être vraie, mais si on fait des hypothèses. Donc, lorsque tout est régulier, si on suppose que tous les flux sont réguliers en x et z, il n'y a pas de souci. Bon, il y a une petite hypothèse à faire, mais pas bien méchante. Donc, je ne sais pas où j'en suis, c'est le point 3, estimation BV. Donc, l'estimation BV, formellement, comment ça marche? Donc, à nouveau, je vais l'écrire formellement, si on veut le justifier. On prend l'équation avec un peu de viscosité, avec ce moins epsilon laplacien. Les solutions sont plus régulières et cela permet de justifier les manipulations formelles que je vais faire maintenant. Donc, du sur dt... Et la première chose que je vais faire, c'est de dériver par rapport à xk. Donc, j'ai déjà utilisé beaucoup de notations pour les dériver. Je vais peut-être essayer de faire ça. Donc, on va écrire di. Et j'ai ici fi de x et de u. Je vais dériver dans la divergence, en fait. Et je vais écrire dk, ou plus exactement dxk de fi, pour bien insister qu'il s'agit des premières dérivées, di dxk de fi de x et de u, ouais, plus dfi sur des z de xu uk. Bien. Alors, que puis-je faire là-dessus? Sur le premier terme, je ne peux pas faire grand-chose. Et donc, celui-là, je vais à nouveau le développer, tandis que l'autre, il sera bon.
En effet, si je le développe, bah, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens D2 de xi, xk, fi de xu. Okay. Plus un terme qui est un peu moins dangereux, qui nous dit plus dxk, d2xk fois z. C'est bien ça. Donc je dérive par rapport à d2xk, excusez-moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Le dxk est là, difi, oui. Ça me fait, il faut que je dérive ceci par rapport à xi, ça je l'ai fait ici, z, et c'est du sur dxi. Bien. Alors, et puis, voilà les deux termes, et les autres termes, je n'y touche pas. Donc maintenant, si je glisse, si je regarde, si on était en dimension 1, c'est juste la valeur absolue. En dimension supérieure, de prendre la norme, c'est pareil. On va récupérer un bon terme qui est di, dfi sur dz fois du. Donc ça se passe bien. C'est juste, si vous voulez, au moins formellement, en dimension 1, glisser la valeur absolue à l'intérieur, donc ça ne pose pas de problème. OK. En revanche, les deux autres termes, bah, ils sont toujours là, donc je ne les réécris pas, et ils sont multipliés par du sur du. C'est-à-dire un vecteur de... Un vecteur, en fait, là, en l'occurrence, comme il y a des i et des k, en l'occurrence, ils sont multipliés par dku divisé par du avec la règle de sommation des sommation implicite des indices répétés. Donc, plus ici. Donc après, qu'est-ce que je veux? Bien, je veux obtenir une estimation BV, c'est-à-dire d sur dt de l'intégrale de du. Ce terme-là disparaît, et puis il y a ce terme-là où je ne peux pas faire grand-chose, je ne peux faire aucune intégration par partie, j'ai un vecteur de norme 1, donc je peux majorer que par, essentiellement que par les normes. Donc je vois que d sur dt de u, bah, il est majoré par quoi? Par l'intégrale de d2x de fi de f, parce que là c'est vraiment tous les vecteurs, c'est dans toutes les directions que vous voulez. En fait, ce n'est pas tout à fait exact, parce que là, c'est d sur dx de la divergence. Si on veut être vraiment économe, on va dire que c'est d sur dx de la divergence. D sur dx de la divergence de f, de x et de u, après c'est majoré, dx. Ça, c'est le premier terme. OK ? Celui-ci, du sur dx, je vais pouvoir le majorer par du. Et donc, j'ai ici la dérivée seconde par rapport à x et z de f fois du. Si je veux une estimation, alors il y a un dx. Je ne sais pas si c'est un x ou un plus, enfin bon, je vais essayer de réécrire proprement, ou semi-proprement. Donc en tout cas, on a cette inégalité. Qu'est-ce que l'on peut dire? Faire une hypothèse que ceci est intégrable. Bon, je vais le faire dans un instant. Et puis, essayer de se servir du lemme de Gromval en disant que ceci est borné. On ne peut guère faire mieux que ça. Donc c'est beaucoup d'hypothèses. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler un peu d'existence, parce que je me suis rendu compte, et je n'ai pas eu le temps de vérifier, ce que je n'ai pas, à vrai dire, jamais faire, exactement ce qui était connu, pas connu. En tout cas, je sais que le KW1 n'est pas connu, mais mais je pense que dans l'existence en X, il y a besoin quand même de pas mal d'hypothèses qui sont extrêmement choquantes. Elles sont extrêmement choquantes, je vais les écrire,
Parce qu'on n'a rien besoin de plus pour avoir un semi-groupe de contraction, formellement. Donc, c'est vraiment pas bon de faire ces hypothèses-là. Donc, entre ce gap entre la méthode compacité traditionnelle par BV et ces variantes techniques et rien, ce qui doit quand même être l'objectif, est assez important. Néanmoins, pour conclure, je tiens à préciser donc, une estimation BV. OK, si. Alors, qu'est-ce qu'il faut supposer? Il faut supposer que la dérivée seconde en F est bornée, exactement, et dans L infini de RD croît moins M plus M, puisqu'on sait que le U est borné. Bien. Et donc là, on va pouvoir majorer ça par une constante, et on s'en tire. Ensuite, il y a une autre hypothèse qui consiste à dire que d sur dx de la divergence, ce qui est une sorte de dérivée seconde, hein, de la divergence en x de f, et dans L1. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors, est-ce qu'on a réellement besoin de L1 ou pas? Bon, enfin, peu importe. Et dans L1, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des valeurs absolues ici, et dans L1 en X, et toujours pareil, il faut de la continuité en Z. Donc là, maintenant, ce n'est pas un L1 loc, hein, c'est L1 partout, et donc c'est ici les fonctions continues sur un intervalle C de moins M. Donc là, pour une fois, je vais vraiment écrire un espace moins M plus M, quel que soit M fini. Bien. Bon, alors modulo ces hypothèses, on a une estimation BV, et vous vous doutez bien que la démonstration que je viens de faire dans le cas indépendant de X, on a exactement les mêmes estimations a priori en passant par BV, et donc on va avoir pour les mêmes raisons de la compacité et l'existence. Donc dans des cas assez réguliers comme ceci, on a de l'existence. Et sans hypothèse de régularité, outre que celle-ci, on a un principe de comparaison, d'unicité, etc. Donc, quelle stratégie? Une stratégie possible, ça va être de se dire, on va essayer de mesurer comment la solution dépend du flux, en se disant que lorsqu'on a un bon résultat d'unicité, on peut espérer que la solution dépend bien, c'est-à-dire continuellement, des flux. Et se dire, j'ai l'unicité là, est-ce que je peux pousser un peu l'argument d'unicité pour obtenir des solutions à partir de situations plus régulières où j'ai plus d'hypothèses? Et là, je peux approximer en régularisant en X, je peux, si je peux tronquer à l'infini, tronquer les valeurs, plein d'approximations, je vais faire comme si c'était uniquement de la régularisation en X, pour simplifier. Mais on voit que la difficulté va être de se dire, OK, je peux avoir dans un cadre régulier des solutions, j'ai des bons résultats d'unicité, est-ce que je peux me servir pour un f donné, est-ce que je peux me servir de la démonstration d'unicité pour capturer un écart petit entre les solutions approchées et la solution que j'aimerais construire, c'est-à-dire en fait essayer d'obtenir une suite de Cauchy. Régulariser le truc, les choses existent, et espérer avoir une suite de Cauchy en se disant, toutes les équations sont proches de celle-ci, ont la même structure, les régularisations par convolution préservent ces inégalités dont on sert dans la démonstration de l'unicité. Donc est-ce que je peux boucler la chose en obtenant une suite de Cauchy? Bien. Quand vous n'avez pas le même flux, si vous vous souvenez un tout petit peu de la démonstration d'unicité, qu'est-ce qu'on fait? On double les variables, on oublie la variable temporelle, elle est facile.
On double les variables et on regarde, par exemple, on le fait au niveau du max, on le fait au niveau de solutions, ça n'a rigoureusement pas d'espèce d'importance, c'est la même démonstration. On va regarder typiquement des quantités comme la valeur absolue de u de x moins v de y, si u et v sont deux solutions, fois ρ de x moins y ou ρ delta de x moins y dx dy. Puis après, on fait tendre delta vers 0, etc. Mais delta vers 0, on ne va pas pouvoir le faire tendre tout de suite, parce que si on n'a pas le même flux. Donc si on a des estimations, elles vont nécessairement faire apparaître des objets, donc là c'est remarques élémentaires, sur des écarts. Dans les solutions de viscosité, on dispose d'une stratégie dont on ne connaît pas l'équivalent pour les lois de conservation scalaire. C'est la stratégie inventée par Guy Barre, Benoît Pertam, Hitoshi Ishii, qui consiste à prendre ces lim-sup. En fait, c'est les gamma limites chères à l'école italienne d'analyse. Et ceci permet de construire un objet limite et les résultats d'unicité suffisamment étendus permettent de conclure, sans avoir à démontrer qu'on a nécessairement qu'on a des suites de Cauchy dans les approximations. Dans le cadre des lois de conservation, je ne connais pas l'analogue de ça. De la même façon que pour l'existence, il est très tentant de se dire, comme ici on a formulé un résultat qui consiste à dire que si U et V sont deux sous-solutions, le max est deux sous-solutions, il est très tentant de se dire, ben, je vais essayer de construire une solution par la méthode de Perron. D'ailleurs, je prends le sub de toutes les sous-solutions. C'est la solution. A posteriori, on sait c'est vrai, parce qu'on a l'existence. Donc on vérifie que c'est la sous-solution maximale. Mais se servir a priori du fait que on a la sous-solution, que la sous-solution maximale ou l'enveloppe de toutes les sous-solutions est une solution, est un travail local que l'on sait faire dans les solutions de viscosité dont on ne connaît pas l'analogue pour les lois de conservation. C'est en fait deux phases. Je suis sûr que si on résout une question sur les lim-sup, on résout l'autre aussi. C'est un peu le même problème. Bien. Donc, ne sachant pas faire de manière très très générale, intelligemment, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais on va le faire avec les moyens du bord. Alors, les moyens du bord nécessitent de regarder des objets comme u de x moins v de y, valeur absolue, ρ, éventuellement, il y aura un delta, et x moins y. Donc, une sorte d'écart que je vais baptiser W de U et de V. Donc, ρ delta, c'est toujours la même cochonnerie et ça dépend de delta. Alors, cet objet apparaît naturellement dans les démonstrations à la Khrouchtchev. Si vous avez envie, vous lui mettez un P ici avec une puissance P. C'est des sortes d'écarts entre U et V. À part que, évidemment, ça ne découle pas d'une norme, parce que si ça découlait d'une norme, ben vous prendriez V égale à 0 et vous auriez la norme en question, et c'est la norme LP que vous récupériez avec V égale à 0. Puisque ça fait l'intégrale de U puissance P en x fois l'intégrale de ρ delta x moins y dy qui vaut 1. Donc déjà, ça ne vient pas d'une norme, ce truc-là. S'il y avait une norme, ça serait la norme LP. C'est même pas une distance. C'est même pas une distance parce que si vous prenez V égale à U, ben, ça ne vaut pas 0, sauf si U est constante. Bien. En même temps, quand delta tend vers 0, ça, à U et V fixés, ceci converge vers la norme de U moins V dans LP.
la puissance P. Théorème de Lebesgue, si vous voulez. Bon. Donc, on sait qu'on va mesurer des éléments par approximation et une suite de fonctions. Donc, ici, en plus, on va avoir des m et des n. Et que ça, la vitesse de convergence dépend de la vitesse de convergence de la différentiabilité de Lebesgue, au sens, quand je prends une moyenne sur une boule, à quelle vitesse ça converge vers V. Donc, ça dépend finement de V. C'est absolument pas uniforme en U et V. Donc c'est quand même un peu embêtant, parce que si on va obtenir des trucs dont on aimerait que ça contrôle la différence, mais ça dépend des solutions. Alors si j'ai des suites de fonctions, je tourne en rond. Je vais démontrer la compacité, mais pratiquement il faut de la compacité pour pouvoir être sûr que c'est une distance. Bien. Donc il faut analyser, ça ne suffit pas. Il faut analyser un peu plus finement ce bazar-là. Alors, ça, c'est pas très très difficile, et donc il faut obtenir, je vais commencer avec P égale à 1, je ne vais pas passer une demi-heure, ce sont des choses totalement élémentaires, mais je voulais isoler ce point parce que ce sont des trucs qu'on rencontre fréquemment, et juste faire quelques remarques très élémentaires sur ces questions-là. Donc pour P égale à 1 et P égale à 2, qu'on voit un peu la structure. Pour P égale à 1, que vais-je dire ? Ce que je peux faire, c'est de dire que W delta 1 de U et de V est clairement supérieur ou égal à la norme de L1 de U moins V convolée avec ρ delta. D'ailleurs, et aussi, si je voulais vraiment que ça soit symétrique, ou U convolé avec ρ delta moins V. Bon, le max de ces deux trucs. Pourquoi? Il suffit de glisser, en fait c'est vrai pour tout P, mais bon, peu importe. Il suffit de glisser à l'intérieur, il suffit de glisser le ρ delta, vous pouvez toujours rentrer à l'intérieur, ça c'est pas le problème, c'est positif. Mais vous rentrez l'intégrale en Y à l'intérieur de la valeur absolue. Donc je le fais, c'est l'intégrale sur dx de l'intégrale de u de x moins v de y ρ de x, ρ delta de x moins y. Autrement, c'est l'inégalité de Jensen, si P est différent de 1. Mais là, je le fais très très simplement. U de x moins v de y dy. Ça, l'intégrale de ρ delta en y, lorsque c'est du x, ça vous fait u. Ça, c'est la définition du produit de convolution, et vous voyez, sa norme est 1, donc inégalité triviale. Donc vous voyez qu'effectivement, ça mesure des écarts entre presque U et V, mais non, c'est en fait un peu de régularisation de U et V. Donc c'est un peu plus faible, ce qui est naturel, puisque on a éclaté les deux variables, mais pas tellement. Donc ça, c'est un peu embêtant si on a des suites de Cauchy, si on sait qu'on a des sortes d'estimations comme des suites de Cauchy sur des écarts comme ça. Il me reste toujours ça, donc je ne sais pas s'il est proche uniformément par rapport à la suite de la fonction. Ça, c'est la compacité. Donc là, on tourne en rond. Mettons de côté cette difficulté, on verra après. On va obtenir maintenant une majoration très simple, mais la majoration très simple, ça consiste à glisser toujours pour P égale à 1, puisque c'est celle qui apparaît naturellement. Ça consiste à glisser là-dedans moins V de x et utiliser l'inégalité triangulaire. Donc c'est de dire que c'est inférieur à l'intégrale double U de x moins V de x plus V de x moins V de y. Ouais. Rho delta de x moins y. Il n'y a pas d'intégrale ici. Dx de y. Même chose, le premier terme, l'intégrale en y, elle disparaît, donc ça me fait la norme L1 de u moins v, et puis ça me fait exactement la mesure, la norme L1 de v et de ça, fondamentalement, de ce qui est une moyenne sur une petite boule.
Donc, mais la valeur absolue est à l'intérieur, donc je ne peux pas dire plus. Oui, c'est ça. Les valeurs absolues sont à l'intérieur. Donc, ceci est majoré par U moins V, plus, donc là je l'écris explicitement, l'intégrale, la norme L1, si vous voulez, de excusez-moi, j'ai juste, comme j'ai écrit les choses beaucoup trop vite, oui c'est ça, j'écris réellement la quantité, donc c'est l'intégrale, ça sera plus simple, de l'intégrale de V de x moins V de y, rho delta de x moins y, en d'autres termes, voilà, c'est ça que je cherchais, W1 delta de V et de V. Donc je sais que ça tend vers 0, si delta tend vers 0 en tout cas, mais à nouveau ça dépend de V. Et évidemment vous pouvez symétriser ceci, donc c'est infimum W1 delta de U et de U, si on veut garder des expressions symétriques. Bon. Ok. C'est pas très bonne nouvelle tout ça. Parce que la différence avec la norme, la différence avec la norme L1 ou la norme L1 de la différence, c'est quand même substantiel et nécessite d'avoir des informations sur au moins l'un des deux. Bon. Alors, on arrivera à compenser ça de manière très simple, mais bien. P égale à 2. Quelques petites remarques tout à fait élémentaires. C'est que ouais, en passant par les racines carrées, on peut faire des liens entre P égale 1 et P égale à 2, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il y a tout un tas d'inégalités du même tonneau, mais je veux juste vous montrer pour qu'on voit à quoi ça ressemble ce truc. On va développer le carré. Donc si je développe le carré, ben, j'ai U carré de x plus V carré de y, moins 2U de x V de y, fois rho delta de x moins y. Bon. Et pour qu'on mesure bien de quoi il s'agit, je trouve que le mieux, c'est d'écrire ça en Fourier. Donc je normalise tous les 2 pi, pi 2 est égal à 1, mais enfin tout est égal à 1 de façon à ce que ce soit des isométries sans problème. En fait, c'est une normalisation de la transformée de Fourier. Donc ceci, ça fait l'intégrale de U chapeau carré. Ah oui, je suis désolé. Je saute une étape. Déjà, on va réécrire ça de manière plus simple en disant que pour le premier, l'intégrale en y vaut 1, pour le second, l'intégrale en x vaut 1. Donc c'est l'intégrale de u carré plus v carré, moins 2 fois l'intégrale double de u de x v de y, rho delta de x moins y. Bien. Et donc, ceci, ça vaut quoi? Eh bien, lorsque maintenant on écrit ça en Fourier, et en oubliant les barres éventuelles qui apparaissent du fait que la transformée de Fourier est complexe, donc ce que vous allez récupérer, c'est U chapeau module au carré, plus V chapeau carré, je vais faire comme si la transformée de Fourier était réelle, c'est vraiment pas grave, moins 2 fois, oui c'est ça, moins 2 fois U chapeau, V chapeau, rho delta, et j'ai oublié le delta, c'est rho chapeau. Donc vous voyez que si on avait 1 à la place de rho chapeau, ça serait évidemment pile la norme L2 de U moins V. Bah évidemment, parce que rho chapeau égale à 1, ça veut dire que rho est la masse de Dirac. Et la masse de Dirac, ça veut bien dire qu'on a la norme L2. OK ? Le fait qu'on ait régularisé la masse de Dirac, ça veut dire que dans l'espace de Fourier, au lieu d'avoir une fonction totalement plate qui est 1 qui charge toutes les fréquences et la masse de Dirac, bien vous avez quelque chose qui s'écroule rapidement, qui tue les hautes fréquences.
Et donc, vous retranchez peu. De sorte que vous voyez ici que comme ρ est positif ou nul, ρ chapeau en module est toujours plus petit que ρ chapeau de 0 qui vaut 1. Fonction caractéristique d'une mesure de proba. Et donc, vous voyez que tout ceci est en fait, que je ne me trompe pas dans les inégalités, si vous mettez, vous pouvez minorer ça en mettant des valeurs absolues partout, des normes, des modules partout, et auquel cas, vous voyez, si je ne m'abuse, que ceci est toujours supérieur ou égal à l'intégrale de U chapeau moins V chapeau. Non. À l'intégrale du module de U chapeau moins le module de V chapeau, le tout au carré. Mais que c'est une égalité, alors la transformée de Fourier inverse du module de la transformée de Fourier, c'est un objet un peu complexe. Que Stéphane Malin adore pour le big data, mais c'est quand même pas facile à manipuler. Ça vous donne quand même une petite idée de la manière dont on mesure les écarts. Donc cette minoration, je la mets entre parenthèses, juste pour information. Mais en tout cas, ça permet de comprendre pourquoi, évidemment, ça doit rester une quantité positive. On est parti d'un truc positif. Alors, donc, vous voyez effectivement le type d'écart que l'on fait et le fait que on mesure en fait très mal les différences dans les hautes fréquences. Ce qui est naturel. Ce qui est naturel puisqu'on a, en découplant les variables et en introduisant un noyau de régularisation, on écrète un peu les hautes fréquences sur la différence. Bien. Donc, on sait qu'on va manipuler des trucs comme ça, mais on sait aussi, avec ces petites remarques élémentaires, qu'il va falloir faire gaffe. Alors on pourrait se dire c'est désespéré. Oui et non. Donc la dernière petite remarque que je veux faire, c'est je vais prendre une suite et je vais me dire j'ai obtenu une bonne estimation pour ça. Bon. J'ai obtenu une bonne estimation pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne estimation? Ça veut dire que j'ai une majoration de cette cochonnerie dont je sais que lorsque je prends un certain nombre de limites, c'est-à-dire de lim sup, c'est positif ou nul, ça me donne 0. Alors évidemment, sans même se lancer dans la démonstration, on sait déjà ce qu'on va récupérer. Ça serait trop beau qu'on récupère comme première lim sup delta tend vers 0, parce qu'à ce moment-là, on aurait pile une estimation de la norme un moins um. Donc, pardonnez-moi l'expression, la loi de l'emmerdement maximum vous dit que vous aurez la mauvaise lim sup devant. Donc, c'est effectivement celle qui sortira. Donc, lim sup en m et n tend vers 0, et après, lim sup en delta tend vers 0. Et ça, vous allez savoir que ceci est nul. C'est ce qu'on va démontrer grâce à l'unicité. Et la question, c'est pourquoi ça entraîne que un est une suite de Cauchy. OK ? Bon. Bon, alors là, je vais passer à 2, mais c'est vrai avec 1, d'autant plus que vous pouvez assez facilement jouer avec les racines carrées et vous servir du fait que racine de A moins racine de B au carré, je sais pas si vous prenez A et B positifs, est inférieur ou égal à A moins B au carré.
Pourquoi? Parce que c'est la valeur absolue de racine de a moins racine de b fois racine de a plus racine de b qui est plus grand que la différence des racines carrées. Bon, c'est une inégalité de Cauchy-Schwarz, serait écrit bizarrement. Bien. Donc, ça vous permet assez facilement de passer d'une norme 1, enfin d'un écart 1 à un écart 2. De toute façon, si vous avez une estimation sur 1 et que vous avez une borne L infinie, je n'essaie pas de faire le plus général. La conclusion que j'ai mentionnée, à savoir c'est une suite de Cauchy dans L1, elle est vraie sans ce que la borne L infinie. Mais ici, je l'ai, parce que j'ai des bornes à l'infini assez gratuitement, modulo cette hypothèse-là. Et donc, ça m'entraîne que j'ai la même expression avec la lim sup de la lim sup avec un W2 delta UN-UM. Bon, je vais travailler au niveau L2 parce que comme je vais me servir un peu de convergence faible, ça va m'éviter un certain nombre de scories. Alors, c'est gênant, hein, je le répète, donc je vais travailler avec P égale à 2, mais ce que je répète, c'est vrai avec 1. C'est que les lim sup ne commutent pas. Hein. Sup de sup, ça commute. Mais lim sup de lim sup, ça ne commute pas. Bon. C'est pas juste un sup, il y a une limite. Bon. Et c'est pile le mauvais ordre, parce que si les lim sup étaient inversés, ben la lim sup quand delta tend vers 0 en fonction de ce qu'on vient de voir, ça serait la norme L1 de UN moins UM et j'aurais une suite de Cauchy dans L1. Directement. Ça serait pile la définition d'une suite de Cauchy. Ou dans L2. Bien. Bon, donc en fait on va servir de ça et puis de... Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En d'autres termes, ça veut dire que j'ai un oméga epsilon de n et de m, plus quelque chose, je ne sais pas, que je vais baptiser alpha de epsilon. Donc, ce alpha de epsilon tend vers 0, et celui-ci tend vers 0 à epsilon 0 fixé quand n et m tendent vers l'infini. C'est ça l'estimation précédente. De sorte que lorsque je prends la lim sup de ceci, eh bien, ceci disparaît et je peux dire que la lim sup est nulle. C'est équivalent. Bien. Donc, je vais prendre une limite faible, une sous-suite. Et je regarde cette expression qui, par rapport à V, à savoir mes UM, est certainement une expression convexe, comme ρ delta est positif. Donc, par limite faible, j'en déduis que W2 delta de UN et de U est majoré par oméga epsilon de n. Le m, c'est disparaît, qui tend toujours vers 0, plus alpha de epsilon. Donc là, maintenant, j'ai un U, qui est fixe. Et j'oublie complètement les équations. Hein, c'est complètement séparé, c'est abstrait. Bien. Et maintenant, j'ai toutes ces estimations. Donc je sais que je peux minorer ceci. Avec 2, il y a des constantes qui flottent, mais je vais faire comme s'il n'y avait pas des constantes, parce que c'est du Cauchy-Schwarz, hein, donc il faut charger, il faut prendre un peu moins de 1 ici, un peu moins de 1, bon, enfin bref. Non, pour la minoration, je dis des bêtises. Pour la minoration, ça c'est tel que. Donc, UN, c'est Jensen.
Donc ici, je vais récupérer que c'est UN supérieur ou égal à UN moins U étoile rho delta, normal du. Il y a des deltas qui sont devenus des epsilon, hein, ou plus exactement des deltas qui sont devenus des epsilon. Donc c'est moi, il n'y a pas de epsilon là-dedans, c'est un delta. Et donc, vous voyez que UN-U en norme L2, en fait, il n'y a pas de souci, se majore par oméga delta de n, plus un alpha de delta, plus U moins U étoile rho delta, que vous pouvez rentrer dans le alpha de delta. Puisque là, maintenant, U est fixe. Tout ceci tend vers 0 quand delta tend vers 0, et ça veut bien dire que UN converge fortement dans L2 vers U. Donc c'est vrai dans L1 aussi, mais après tout, pourquoi on se priverait de se servir dans L2 dans notre cas? Ouf! Donc on se dit qu'il suffit de la mauvaise estimation, mais enfin d'une estimation quand même, sur ces fonctions W1 delta pour une suite d'approximations, pour savoir que ça converge vers quelque chose. Et donc obtenir une solution. Bon. Cela dit, se triche un peu. Parce que ça, c'est en x, et il y a la variable temporelle en plus. Mais la variable temporelle, hein, vous voyez d'ailleurs que c'est encore les régularisations qui sortent, elle n'est pas gênante toujours à cause des régularisations. Donc là, je mets penser à des suites de problèmes stationnaires si ça vous dérange. Mais en tout cas, l'estimation, parce qu'on va avoir une estimation comme ça qui est uniforme en temps. Et même si je peux raisonner presque partout en temps, il y a des problèmes de mesurabilité, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le presque partout en temps. Donc ça ne suffit pas, il faut un tout petit peu de compacité temporelle, mais ça c'est la dérivée en temps qui fait le boulot. Donc vous voyez que cette affaire d'existence, elle est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. Quand on veut vraiment pousser la question de l'existence pour des équations dont on pensait que la théorie était finie depuis 60 ans pratiquement, hein, ou 50 ans. Et en fait, c'est pas gratuit ça. Hein. Je vais en avoir besoin pour les conditions limites de Dirac-Leigh. Je vais en avoir besoin lorsque je veux décaler les solutions. Bien, c'est je l'ai déjà un peu indiqué. Donc je repousse le moment où on va se lancer dans l'estimation a priori, on va le faire maintenant. Donc quelle est la stratégie maintenant pour l'existence? Vous voyez que je vais y passer les 2 heures, je me disais, bon allez, aujourd'hui je vais expliquer l'existence, après avoir réalisé d'ailleurs que j'avais toujours pensé que c'était... C'est l'intérêt de faire son cours au Collège de France. Si on se dit, ouais, ça marche. Et puis après, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi ça marche? Et ça marche, mais bon, il faut un peu travailler. Donc, vendredi dernier, quand je vous ai parlé de ces sujets-là, j'étais dans le moule, ça marche. Et puis après avoir fini le cours, je me suis dit, mais au fait, l'existence, j'en ai pas du tout parlé. Oui, ça marche. Et pourquoi? Et là, je me suis aperçu qu'il fallait un peu travailler. Donc, sur une bonne partie du cours, je n'ai que quelques jours d'avance sur vous. Sans parler de nombreux moments dans le cours où je n'ai aucune avance sur vous. Ça se voit d'ailleurs. Et on peut se planter. Je prends des forces avant d'attaquer la démonstration. Mercredi soir, nous avons célébré le départ d'Alain Cohn, qui, après 32 ans de bons et loyaux services d'enseignement au Collège de France, a tiré sa révérence.
Et il a indiqué deux choses sur les cours au Collège de France. Parce que je me disais, jusqu'en parlant justement avec Alain il y a déjà quelques années, que j'étais un peu, que je me disais que j'avais un mode de fonctionnement qui était un peu étrange et pas tout à fait traditionnel, avec un cours dont quand je donnais le titre, je n'étais absolument pas sûr que le contenu correspondait au titre, et il y a parfois une certaine intersection, parfois c'est exactement ça, parfois pas, parfois l'intersection est pratiquement vide. Cette année, ça devrait être bien le sujet, mais ça va être bien le sujet parce que ça me prend plus de temps que je ne le croyais. Et donc, ça m'a rassuré quand Alain m'a dit, mais je fais exactement la même chose, je donne un titre au hasard en mai, puis après on verra bien. En plus, lui, il fait toujours son cours un peu plus tard. Il faisait toujours son cours un peu plus tard. Mais donc, il racontait deux choses. Il racontait deux choses. C'est deux jeunes faisant un cours sur la supraconductivité, faisant 6 ou 7 cours, et tout à coup faisant face à son auditoire et en disant « ça, c'est une impasse, j'arrête le cours, fini ». Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'il se lançait dans un truc, et je trouve que pour moi, ça c'est l'esprit des cours au Collège de France, c'est la science qui se fait. Et à la Con, Alain disait mercredi soir, ça m'a beaucoup amusé, il a dit « il est temps que je prenne ma retraite parce que je me suis rendu compte que le cours que je vais faire correspond au titre que j'ai donné ». Donc j'en déduis que comme mon cours cette année va assez bien correspondre au titre que j'ai donné, c'est mauvais signe. Mais moralement, ça ne me pose pas de problème parce qu'en fait, quand j'ai donné ce titre, je me suis dit, ouais, je vais un peu parler de ça et puis je vais faire d'autres choses. Et j'avais aucune idée de tout ce que je vais vous raconter dans ce cours-là. Donc en fait, c'est pas que le titre correspond au cours, c'est que j'ai eu du bol en donnant le titre un peu en disant je voulais parler de 3 sujets différents. J'en ai choisi un pour que ça fasse différent comme titre des autres années. Et il se trouve qu'après, ça a pris de l'ampleur et j'ai eu du bol, je suis tombé sur le bon titre. Bon. Donc, désolé, mais c'est ma manière de concevoir les cours au Collège de France, partagée par des grands monsieur, ou plutôt je partage l'opinion de ces grands monsieur. Et donc, il y a un peu de remue-ménage dans les sujets abordés. Et en particulier, cette question d'existence n'était pas du tout prévue, ne serait-ce que la semaine dernière quand je vous ai fait cours. Bien. Donc, ne m'en voulez pas si je ne détaille pas trop de choses. Donc 4, non, ça, c'est pas ça. Donc là, maintenant, je ne sais pas à quel numéro j'en suis, je vais vous parler de la preuve de l'existence. Et évidemment, il va me falloir citer un théorème qui va dire que sous ces hypothèses, il existe une unique solution anthropique. L'unicité, on sait déjà. Et en fait, comme souvent, c'est la démonstration la plus intéressante que le résultat, parce qu'elle dit aussi la manière dont on dépend continuellement. Si on a des estimations comme ceci et qu'on a des convergences naturelles des flux, disons, dans ces espaces-là, avec une hypothèse uniforme ici, alors les solutions convergent. Si les flux convergent, les solutions convergent. Bien. Donc, la démonstration, c'est qu'on prend des flux pour lesquels, grâce aux estimations BV, on a des solutions. Sur ces solutions, on a des bornes L1, enfin, uniformes dans L infini, et puis c'est tout, certainement pas dans BV.
Solution UN, on garde la même condition initiale, on aurait pu la régulariser aussi, mais ça ne joue aucun rôle, c'est contractif par rapport à la condition initiale. Et puis ce qu'on veut essayer de démontrer, c'est que UN est une suite de Cauchy dans L1. D'après ce que je viens de voir, même si j'ai un peu triché sur la variable temporelle, il me faut une bonne estimation dans la démonstration de l'unicité sur l'intégrale double de UN de x moins UM de y, rho delta, de x moins y. Bon, alors je ne vais pas refaire toute la démonstration de l'unicité. Je vais isoler le terme qui posait problème. Je vais le réécrire, vous le reconnaîtrez. Donc d sur dt, en un sens presque partout, de l'intégrale, enfin au sens des distributions, de cette expression. Est inférieur à quoi? Alors c'est inférieur à une grande valeur absolue, et puis là-dedans, je vais noter tout un tas de cochonneries. Tel que je vais écrire les choses, en fait, c'est la partie positive, mais il y a d'autres termes. En fait, les termes que vous allez reconnaître, c'est les termes correspondant à UN sup UM. Et donc, là-dedans, vous retranchez par exemple UM et vous avez UN moins UM+. Bon. Donc, je triche un peu, mais il y a plus de termes que ce que je vais écrire, mais à cause de tous les signes possibles. Bien. Donc, pensez que c'est vraiment le plus. Alors, donc, il y a un terme qui correspond à dire, c'est, il y a des intégrales doubles un peu partout. Donc, une grande accolade. UN de x plus petit que UM de y, je néglige les cas d'égalité. D, donc en fait c'est la divergence qui sort. Ouais, c'était, oui, là à ce niveau-là c'était la divergence. Divergence en x de f de x et du max UM de y, c'est ça, plus UN, oui, de x, en même temps je reconstitue les trucs, hein, UM de y inférieur à UN de x, c'est toujours le max des 2. Et là c'est un Fn, parce que c'est l'équation pour UN. Divergence en x de Fm de x et de UN, le x étant un y, et un UN de x, rho delta de x moins y. Donc ça, c'est la première double intégrale. Et la deuxième double intégrale, qui vient aussi avec le signe plus, en fait c'était tout le signe moins, mais j'ai mis une valeur absolue. La deuxième intégrale, c'est f n i de x de un de x sup um de y moins fm i de y un de x sup UM de y, DI de rho delta. Donc DI c'est D sur DXI, ça c'est bon, de rho delta x moins y.
Donc, et je ferme. Donc c'est cette double intégrale sur cette double intégrale. Et je prends la valeur absolue de la somme de ces deux intégrales. Donc lorsqu'on avait le même f, ici on avait f de x moins f de y di, et ici on avait divergence. Vous voyez que grosso modo, ça c'est toujours le sup de un de x et de um de y. Hein. C'est la même expression que j'ai. Et donc, en fait, pardonnez-moi, mais... Donc, en fait, ce que vous avez, c'est une expression qui n'est... ça, je peux... oui, il n'y a pas d'erreur là. Il est délicat d'écrire un de x sup um de y, parce que de temps en temps, c'est x et de temps en temps, c'est y. Mais enfin, bon, modulo ce problème-là, ce n'est pas un souci. Bien. Donc, dans les approximations, je n'ai pas précisé quelles étaient les approximations, mais ce sont des approximations dans lesquelles on a les convergences dans ces espaces-là, et la borne qui est ici. Donc les Fn convergent vers F dans ces espaces. D'accord? Donc si je fixe delta, on va regarder les trucs, ce n'est pas la peine de se passer 30 ans à découper les intégrales. Si je fixe delta et que je veux me débarrasser du fait que ici j'ai un Fn et un Fn, oui, débarrassons-nous du Fn et aussi du Fm. Ce faisant, quelle erreur je fais? Une erreur qui dépend de delta, parce qu'il y a du rho delta partout. Puis ici, le rho delta est méchant parce que je récupère en dérivant 1 sur delta en plus. Mais après, je commets une erreur. La divergence en x de Fn, les um de y qui sont bornés, uniformément sur les bornés, cette divergence converge dans L1 vers la divergence en x de F. Même chose pour les Fm. Même chose ici, je peux oublier les n et les m ici. Ce faisant, j'ai donc cette majoration, je vais être très feignant. Hein. Si je fais ceci, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une estimation qui dépend de delta et qui tend vers 0 quand n et m tend vers l'infini. Et en écrivant ce terme-là, je peux effacer les Fn, les Fm, pas les Un et les Um, hein, c'est eux que j'essaie d'estimer, les Fn ici. Donc c'est juste la régularisation et la convergence dans ces espaces, hein, c'est exactement ça que je suis en train de faire. Eh bien, ceci me dit tout de suite que je peux me ramener au même flux, mais en payant cette erreur-là. Il me reste encore du N et du M là-dedans. Mais la démonstration que j'ai faite la semaine dernière, lorsque j'avais un flux, elle ne se servait absolument pas de ce qu'il y avait à l'intérieur du F. Vous regardez la démonstration de la semaine dernière et vous vous rendez compte que penser à variables séparées, vous avez rien à faire, vous avez essentiellement rien à dire. Okay. À savoir une fonction de x fois une fonction de y. C'est uniquement la manipulation d'un commutateur sur les variables en x. Donc lorsqu'on a un même f, le fait qu'à l'intérieur on ait des fonctions, parce qu'en fait on dit on peut tout manipuler uniformément par rapport à des valeurs qui restent dans un borné. Donc c'est quand même beaucoup plus simple de le dire oralement que de l'écrire. Et donc toute la démonstration de la semaine dernière, vous voyez que vous avez dépendance en UN, UM, elles apparaissent partout, mais on s'en moque. Et parce qu'en plus, c'est la même qui apparaît partout.
à savoir la fonction du max de un de x et de um de y. Donc, vous avez simplement quelque chose qui est la divergence fois rho delta plus fi de x moins fi de y fois di rho delta. Alors, évidemment, si c'est la variable séparée, ça vaut déjà exactement 0, c'est l'intégration par partie. Et donc, tout ce qui est dans entre valeurs absolues, c'est confère cours, dernier cours. C'est ça qui nous donne, je ne vais pas recommencer comme ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est ça qui nous donne un oméga delta de nm, ça c'était l'erreur pour passer de fn et de fm à f, plus un alpha de delta. Bon, ça je dirais que vous deviez vous attendre à ceci. Parce que lorsqu'on a un bon résultat d'unicité, ce bon résultat d'unicité nous dit que pas loin, les solutions sont presque des solutions du problème limite. Donc c'est ça que ça veut dire. Et puis ça correspond au fait que j'ai l'unicité pour le problème limite. Donc ça, c'est typique de l'attraction d'un bon résultat d'unicité pour des choses qui sont peu éloignées. Donc il faut garder un peu la même structure, mais on n'a pas nécessairement, on n'a pas obligatoirement besoin de dire que c'est exactement la même structure. Bon, ça je ne veux pas rentrer trop dans les détails, ce n'est pas très important. Ce qui est vraiment important, c'est l'attraction du problème limite, c'est le fait qu'il soit... On est à une forte démonstration d'unicité. Un exemple typique de ce genre de phénomène, c'est lorsque vous prenez une équation différentielle ordinaire, théorème de Cauchy-Lipschitz, et que vous prenez un flot pour un champ de vecteurs approché, c'est-à-dire qui converge uniformément. Donc champ de vecteurs qui peut être simplement continu, pour lequel vous n'avez pas nécessairement unicité. Toutes les trajectoires des flots approchés vont converger vers l'unique trajectoire du problème limite. Ça les attire toutes. Et c'est exactement le même genre de phénomène ici. Vous prenez x point égale b0 de x, où b0 est lipschitzien. Donc, on sait qu'il existe un unique flot associé à ceci. Ensuite, vous construisez xn points, vous supposez que vous avez une solution de ceci où les bn convergent uniformément vers b0, quand n tend vers l'infini. Donc là, les bn étant, disons, continus pour qu'on sache de quoi il s'agit, eh bien, quand n tend vers l'infini, même s'il n'y a pas unicité du problème approché, tous les xn, toutes les solutions possibles sont attirées par l'unique solution du problème limite. Bon. Démonstration totalement élémentaire. Hein. Vous vous servez de la lipschitzianité de B0 et puis vous rejetez l'autre terme sur les erreurs. Et ici, on se sert du caractère W11 de l'équation limite et on rejette tous les autres termes dans les erreurs. C'est exactement ce que je viens de faire. Bon, donc voilà la preuve de l'existence sous des hypothèses extrêmement générales. Et il est grand temps de passer avec 1h40 de retard. Enfin, de retard, c'est très théorique. C'est comme si j'avais un plan de cours minuté. Je ne suis pas crédible. Donc, il est temps de passer aux conditions limites de Dirichlet. Je vois un certain nombre de sourcils froncés sur ces histoires d'équadifs. Claude, tu avais l'air de ne pas me croire quand je disais ça. Hein? Ça va un peu vite, là. Oui. Non, mais cela dit, c'est exactement le même principe. Au plus exactement, ce qui serait une meilleure comparaison,
Je vais faire ça ici, que vous compreniez bien. Donc je suppose que les Bn sont continus et convergent uniformément vers B0 qui est Lipschitz. Et on va montrer que les Xn sont de Cauchy, sans postuler l'existence d'une solution du problème limite. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que Xn moins Xm point d sur dt, c'est B0 de Xn moins B0 de Xm, plus Bn de Xn moins B0 de Xm, moins B0 plus moins bon, le signe n'a aucune importance. Moins Bn de Xm moins B0 de Xm. Et donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Vous en déduisez que d sur dt de Xn moins Xm en norme est majoré par C0 fois la norme de Xn moins Xm. Bon, je vais faire comme si la convergence était uniforme sur RD tout entier. C'est pas vraiment... on peut beaucoup simplifier. Et puis, ici, ce que je vais avoir, c'est un oméga de n et de m qui tend vers 0 lorsque n et m tendent vers l'infini, grâce à la convergence uniforme. Donc il faut une borne. Mais ce n'est pas de la composite, c'est juste une borne. D'accord? Donc ça attire toutes les solutions. Donc ici, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que je ne peux pas juste écrire les équations avec la différence, parce qu'il faut que je me serve, pour faire sortir les valeurs absolues, il faut que je me serve du doublement de variables et de la formulation anthropique. Mais c'est exactement la même stratégie de démonstration. J'essaie d'estimer un écart entre les solutions, je me ramène à du f. Là, pour le f, même s'il y a des un et du m qui sont intérieurs, on s'en moque. Vous l'avez ici, b0 de xn moins b0 de xm. Et tout le reste, c'est des erreurs. J'ai simplement ce paramètre supplémentaire delta qui est ici. Donc, au lieu d'avoir une erreur qui est en oméga de n et de m, c'est comme si j'avais une famille de normes ici ou d'écarts paramétrés par delta. C'est tout. Donc, c'est ça la technique de démonstration. En fait, il n'y avait pas le choix. Ce n'était pas la peine de se dire comment je vais découper les intégrales. C'est ça qu'il faut faire, il n'y a pas le choix. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je me suis posé les questions de est-ce que ces écarts mesurent la convergence de la suite ou est-ce que ça établit que c'est une suite de Cauchy, parce que je savais que j'allais tomber là-dessus. Il n'y a pas le choix. C'est systématique. Bien. Donc voilà pourquoi l'existence fonctionne et que j'ai voulu pousser, et notamment avec des hypothèses qui me semblent tout à fait minimales ou minimalistes pour l'existence de solutions, c'est-à-dire uniquement les hypothèses nécessaires pour l'unicité et l'hypothèse nécessaire pour la borne à l'infini. Alors, si on fait la comparaison avec les équations de Liouville, c'est-à-dire les champs de vecteurs, c'est-à-dire les équations différentielles ordinaires, donc ce que vous avez ici, là, c'est W11. Je passe sous silence le fait qu'on puisse rajouter un T ici, ça ne change rien. Là, franchement, on ne va pas se relancer là-dedans. Et là, on n'a besoin d'aucune régularité par rapport à T. La variable temporelle, là-dedans, elle est juste là pour compliquer un peu la sauce, et puis parce que ce sont des problèmes de Cauchy fondamentalement, ce sont des problèmes d'évolution. Mais les lois de conservation stationnaire, c'est quand même pas très
naturel. Hein. Si on parle de conserver quelque chose, il vaut mieux que ça bouge, parce que si c'est stationnaire, tout est conservé au cours du temps. Donc, les lois de conservation, c'est quand même plus naturel que ça soit dépendant du temps. Mais enfin, bon, les flux peuvent dépendre du temps, ça, c'est pas le problème. Il n'y a besoin d'aucune hypothèse par rapport à T. Donc, je disais, par rapport à un champ de vecteurs, la vieille théorie qu'on avait faite avec Rodney Perna, c'était avec un champ de vecteurs, donc le cas B de XU, si on compare avec ce cas-là, qui après tout est un cas particulier, c'est le cas linéaire associé à ces lois de conservation. Vous avez ici exactement l'analogue du théorème où on dit que B est dans W11, et comme on a un sens du temps ici, la divergence de B est minorée. Donc ça, c'est exactement ce cas-là. Dans l'article initial, on avait peut-être que la divergence était bornée, parce qu'on regardait les deux équations, à savoir cette équation-là et puis l'équation rétrograde. Bien. Donc, après quelques péripéties sur lesquelles je ne m'étendrai pas, il fut observé que si B est dans BV, on a le même genre de résultat. Est-ce qu'ici on peut faire BV? Je ne suis pas sûr. Ça ne me paraît pas si simple que ça, c'est non linéaire, je ne sais pas. Donc c'est certainement au prix de questions techniques que je n'ai plus le courage d'aborder. Donc, en revanche, cette hypothèse-là, on sait qu'elle est essentiellement nécessaire et suffisante, donc peut-être qu'il y a un petit peu à gratter sur W1 et BV. Ensuite, il y aurait encore d'autres choses à dire sur ces résultats-là. Je pense qu'il y a aussi des résultats génériques au sens de Baire sur l'unicité, mais enfin bon, sur les flux. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des flux qui sont une certaine, j'aurais envie de dire, s'ils sont dans L1 en X à valeur dans C, génériquement, il y a unicité. Bon, et toujours parce que les cas réguliers attirent les solutions. Et que, en fait, si on se sert d'un peu plus de ceci, on peut montrer que l'ensemble des champs de vecteurs continus pour lequel il y a unicité, toujours avec une seule estimation, essentiellement, c'est un ouvert dense. C'est une intersection dénombrable d'ouvert dense. Bon, tout ça, c'est quand vous avez un bon résultat d'unicité, tous ces phénomènes-là sont systématiques. Bon, et donc on peut s'en servir pour l'existence et on n'a pas besoin d'estimation supplémentaire. Donc ça, c'est quelque chose dont on sait, en fait, c'est le schéma jusqu'à ce qu'il y ait la démonstration par de semi-limites dans la théorie des solutions de viscosité. On avait également compris qu'on ne pouvait pas construire l'existence de manière générale uniquement en cherchant des estimations de Lipschitz et qu'il fallait effectivement faire ce genre de jeu si on avait un bon résultat d'unicité, montrer qu'on avait des suites de Cauchy en se servant du bon résultat d'unicité. Et c'est exactement la même stratégie de démonstration. Donc ça, c'est cohérent. Ce qui manque, c'est la simplification qu'a apporté ces idées de demi-limites aux solutions de viscosité. Ça, en quelque sorte, c'est l'analogue. C'est l'analogue de ce qu'on savait faire avant que quelqu'un ait une bonne idée, à savoir les trois quelqu'un aient une bonne idée. Là, il y a, je ne sais vraiment pas ce que pourrait être l'analogue. Bien. Donc, deuxième chapitre du cours, des conditions limites de type Dirichlet. Donc, je vais mettre deux Dirichlet. Quel est le problème?
Le problème, c'est que lorsqu'on écrit une équation comme ceci, qu'on est dans un domaine, alors pour simplifier, je vais toujours prendre comme domaine, que je vais baptiser D, je vais prendre l'ensemble des points X dans RD, noté de manière évidente comme ceci, l'ensemble des points dont la première coordonnée est strictement négative. Bon, ce que ça veut dire, c'est que je pourrais traiter de la même manière, en plus, comme j'admets des dépendances en X, je pourrais traiter de la même manière un ouvert borné régulier. Donc, je ne veux pas regarder des histoires de coins, d'ouverts de frontières lipschitziennes, etc. Je pense que ça me pose zéro problème, mais je n'ai vraiment pas envie de regarder ça. Moins que Lipschitz, là, je n'y crois pas. Enfin, je me méfierais encore plus. Donc, un demi-espace. Et le cas particulier en dimension 1, ça sera de regarder D égale moins l'infini 0, encore plus simple. La demi-droite négative. Et justement, je vais commencer par le cas de la dimension 1 pour dire que, supposons que j'ai envie de résoudre l'équation UT plus F de UX égale à 0 dans D. Bon, la notion de solution entropique est locale, donc ça, a priori, je pourrais toujours mettre cette notion de solution. Et puis, je voudrais dire U en X égale à 0 pour tout temps est égal à 0, par exemple. Avec une certaine condition initiale, bien sûr. Si je veux vraiment écrire en dur cette condition au bord, je suis foutu. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que déjà dans un cadre linéaire, et comme cadre linéaire, on va faire particulièrement simple, on va prendre f de u égale plus ou moins u, c'est-à-dire que je regarde deux cas, plus u ou moins u. ut plus ux égale à 0, ut moins ux égale à 0. Donc, suivant la terminologie de Yann Brognier, la première, c'est l'équation, enfin, la deuxième, c'est la même que la première, c'est l'équation du UCLA. Alors, je ne sais plus s'il la revendique pour lui. Donc, je crois que, une fois en plaisantant, je devais dire que l'équation de Brognier, c'est ut égale à 0, mais l'équation du UCLA, c'est ut plus ux égale à 0. Oui, parce que c'est une loi de conservation et qui est linéaire, sur laquelle on écrit explicitement les solutions. À UCLA, il y avait le groupe peut-être le plus important avec Amy Harton, Björn Enquist et Stanley Osher, qui, sur l'analyse numérique, sur les schémas, la construction de schémas pour les lois de conservation. Et quand vous testez des nouvelles idées de schémas, vous avez déjà la première question, c'est est-ce que ces schémas, ça marche pour une équation sur laquelle on sait tout, à savoir l'équation linéaire. Parce que même sur les équations linéaires, les schémas de loi de conservation sont des schémas non linéaires. Tout schéma convergent pour les lois de conservation appliqué à une équation linéaire donne un schéma non linéaire. Bon, c'est comme ça. Il y a des raisons profondes pour ça et c'est naturel. Donc, ça n'a absolument rien d'évident de tester cela par des techniques classiques, surtout quand on rentre des schémas, style des schémas TVD, des schémas INO, etc. Bon, et donc très souvent, il y avait une étude approfondie de ce que faisaient les schémas numériques sur cette équation simple. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si je regarde u de x plus t au sens de x moins t, non, plus t, plus ou moins t, on va voir si c'est ça, eh bien, on s'attend, c'est une autre manière de dire que c'est solution de ce problème, on s'attend à ce que le d sur dt de ceci, je fatigue là, d sur dt de ceci, ça fasse 0, parce qu'évidemment, dans le cas du plus, ça fait ut plus ux, dans le cas du moins, ça fait ut moins ux. Bon.
Et donc on voit que il y a une petite difficulté dans cette conservation, c'est de savoir si ce que fait la droite x plus t. X est négatif. Donc si je regarde x plus t va devenir positif. Il va devenir 0 pour t égale moins x. OK ? Donc là, j'ai x. Là, j'ai t égale moins x. Et là, je suis en train de dire que sur cette droite-là, U ne bouge pas. Si U ne bouge pas, ici, j'ai eu 0 de x. Et donc là, j'aurai toujours eu 0 de x. Or, ce que je veux, c'est 0. Bah, j'ai une caractéristique sortante, et donc je ne peux pas imposer une condition aux limites. Donc voilà pourquoi 0 ne peut pas être imposé si j'ai un plus. En revanche, si j'ai un moins, ben là, il n'y a pas de souci, parce que je vais pouvoir construire et je vais pouvoir faire aller les valeurs en 0, les faire rentrer dans le domaine, et petit à petit, d'ailleurs, ça va remplir partout. Ça sera 0 partout. Donc, plus, on ne peut pas imposer de manière dure U de 0t égale à 0, non. Et moins, c'est oui. Oui, si on veut vraiment dire que U de 0t est égal à 0. Donc, vous servez cette formule. Dans le cas du plus, vous voyez que ça ne marche pas. Dans le cas du moins, toutes les valeurs qui sont là sont propagées à vitesse 1 dans ce huitième de plan inférieur, et toutes les valeurs du bord sont propagées dans l'autre huitième de plan supérieur, toujours à vitesse 1. Donc on construit la solution partout par cette conservation. Donc signe moins, on a une solution explicite, ça marche parfaitement. Signe plus, pas de solution. Bien. Alors ça, c'est quand même assez embêtant, parce que quand je regarde le f de u, c'est non linéaire. L'analogue du plus ou du moins, c'est pas lumineux, mais on a envie de dire que c'est f' de u. Et donc ça dépend du signe de f' de u. Mais si f' n'est pas de signe constant, le f' de u, ben, ça dépend des valeurs de u, donc on est foutu. Donc si on ne trouve pas une formulation relâchée de ces conditions aux limites, on ne va pas s'en tirer. Donc l'objectif depuis longtemps, c'est de se dire on ne peut pas imposer de manière dure, parce qu'en quelque sorte, ce que le cas du signe plus signifie, c'est que ce problème peut avoir des aspects de surdétermination. C'est-à-dire qu'on impose des conditions aux limites en trop. Alors, en trop, ça voudrait dire qu'il faut faire le tri, mais le tri avec des U qui en plus sont discontinus, que l'on ne connaît pas, et un F, on ne s'en sortira jamais. Donc, nécessité de trouver une voie de contournement. Alors, la première contribution importante là-dessus a été par un article, c'est pas aussi vieux que Khrouchtchev et compagnie, mais ça date quand même, je crois que c'est... je ne me rappelle plus, je pense que c'est quand même milieu des années 70. Donc, Bardos et ses copains bretons, et Delec et Leroux, qui, en dimension 1, résolvent ce problème dans le cadre de solutions BV. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir des solutions BV? Ce que ça change, c'est que déjà, on peut parler, parce que pour l'instant, on a parlé de solutions qui sont dans L1, qui sont dans L infini. Donc même la valeur au bord n'a aucun sens.
On ne sait même pas ce que ça veut dire, U en 0. En revanche, quand vous avez quelque chose qui est dans BV, donc ce que vous avez en dimension 1, ça veut dire que la dérivée est une mesure. Pensez à une mesure positive. C'est la fonction, la primitive, c'est la fonction de répartition. Donc vous pouvez avoir des discontinuités si vous avez des masses ponctuelles dans la mesure. Mais vous avez toujours une limite à droite ou une limite à gauche. C'est une fonction croissante. Donc il y a toujours une limite. Si la mesure a les deux signes, vous la décomposez en partie positive, il y a une limite pour la partie positive, une limite pour la partie négative. Donc il y a toujours une limite. Donc lorsque vous avez quelque chose, un U qui est dans BV de moins l'infini 0, ça entraîne qu'il y a une limite que je vais baptiser U de 0 moins. Cette limite existe. En quel sens? C'est vraiment un sens intégré. D'accord? U de 0 moins existe. Et une fois qu'on a sorti ce U de 0 moins, on va pouvoir commencer à faire le tri, à se dire le U égale à 0 ou pas, ça ne va pas dépendre de f', mais on va regarder le signe de f avant, au-dessus. Et en fait, ils imposent ce qu'on comprendra plus tard comme étant les conditions de viscosité pour le problème de Neumann, c'est-à-dire lorsqu'on monte tout d'un cran. Lorsqu'on monte tout d'un cran pour l'équation UT plus FU x égale à 0, bien vous récupérez un grand U qui est la primitive de petit u, plus f de u grand x égale à 0, et la condition limite, c'est ux de 0. Donc ça, c'est une condition de Neumann au niveau des équations d'Hamilton-Jacobi. Bon, en fait, les conditions qu'ont sorti Bardos, Nedelec et Leroux, c'est les conditions que l'on verra apparaître dans les conditions de Neumann pour les solutions de viscosité. Et je dois dire que quand on a commencé à réfléchir avec Guy là-dessus, on s'est dit, oui, il doit y avoir un truc parce qu'il y a l'article de Bardos, Nedelec et Leroux. On ne s'en est pas servi pour trouver les bonnes conditions, on avait une autre manière de réfléchir à ça, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui fonctionne. Donc, grâce aux solutions BV et le fait qu'on puisse manipuler une trace, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il y a une trace intérieure. La régularité de la fonction entraîne qu'il y a une limite au bord. On peut à ce moment-là définir des règles du jeu qui consistent à dire si je loupe 0, quelles sont les valeurs que je récupère naturellement au bord, avec un examen très détaillé. Donc ça, c'est la première contribution importante. Dans sa thèse de PhD, Otto fait la deuxième grosse contribution au sujet. Et dans le cas d'un demi-espace, c'est multidimensionnel. Bardos, Nedelec, Leroux, il y a eu des extensions multidimensionnelles qui sont copier-coller essentiellement, mais ce n'est pas le point important, ce n'est pas l'aspect multidimensionnel. Mais Félix Otto, là, prend des flux qui sont assez réguliers, regarde un demi-espace et carrément met sur le bord un U qui est égal à un certain phi, qui est juste supposé L1 en x' étant. Ouais, bon. Il faut que j'écrive les choses plus précisément. Donc là, voilà mon domaine D. Sur le bord, Félix regarde U égale phi, où phi est donné, et phi est L1 dans 0t à valeur dans L1 de RD-1, c'est-à-dire une donnée sur le bord. Alors, c'est pas très régulier. Quand je dis L1, inter L infini. Donc le L1 en temps, oubliez ça, le temps là-dedans ne joue aucun rôle. Mais il n'y a rien de supposé dans BV. Les extensions multidimensionnelles que j'ai vaguement évoquées, c'est D supérieur ou égal à 2. Mais on va avoir besoin de BV dans la direction tangentielle. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait un BV en x'.
si on ne veut pas imposer 0. Et donc là, il y a un saut relativement important en termes de régularité au bord, puisqu'il n'y a plus BV. Donc les solutions sont plus BV. Et donc, si les solutions sont plus BV, on ne peut pas parler des traces au bord. Donc là, déjà, il faut plus travailler. Alors, Félix s'en tire de manière... c'est un papier qui est délicat, enfin, une thèse qui est difficile à lire, mais qui contient plein de choses. Donc, a des idées de conditions supplémentaires d'entropie au bord sur lesquelles je ne vais pas rentrer, c'est assez difficile à comprendre. Mais il y a une idée qui est explicitement indiquée, c'est oublier toujours la variable temporelle. C'est que même si U n'est pas dans BV, il y a quand même des informations pour lesquelles on a des traces au bord. À savoir que lorsque vous avez divergence de f de u qui appartient à quelque chose, ça ne vous dit pas que u a une trace au bord, mais ça vous dit que f de u a une trace au bord. Donc f de u converge entre un certain... converge quand x tend va sur le bord. En fait, ce sont des théorèmes de trace. Lorsque vous avez des informations sur un champ de vecteurs et des informations sur sa divergence, vous avez des informations sur sa composante normale. Donc ici, ça serait F1. Mais vous avez aussi des estimations encore plus faibles sur les autres directions. Et donc ça, il se sert systématiquement de ceci pour manipuler sur le bord des quantités non linéaires. Donc il a affaibli, c'est plus... il n'y a plus de BV qui flotte, mais il y a quand même encore des manipulations au bord. Okay. Ce qui rend les choses un peu délicates. Donc en particulier, si vous voulez vérifier que... les démonstrations deviennent tout de suite extrêmement lourdes. Donc ce que nous allons voir la semaine prochaine, c'est comment il est possible de garder exactement les mêmes idées avec une astuce, de garder les mêmes idées que dans ce que j'ai fait auparavant. Vous pouvez penser max, etc. Mais comment gérer le bord là-dedans de manière très très simple, totalement transparente, sans hypothèse de régularité, et on aura besoin un peu du W1, et c'est ce que j'expliquerai la semaine prochaine. Donc, approche nouvelle de ces questions-là, en essayant de vraiment jamais travailler spécifiquement sur le bord lui-même, mais comment incorporer le bord dans les manipulations. Tout à fait à la manière des solutions de viscosité, lorsqu'on veut faire les conditions de Neumann, certes le bord apparaît, mais il apparaît finalement de manière assez faible, on déforme, on adapte les démonstrations sans bord au cas avec bord, et ça marche essentiellement pareil. Donc là, ce sera comment adapter les démonstrations au cas avec bord. Là, on n'est pas dans l'adaptation, on est dans la construction d'une machine destinée à résoudre ces problèmes de Dirichlet. Ça sera la semaine prochaine, et voilà, je répète pour les arrivées tardive, pas de séminaire aujourd'hui, conférencier ne peut pas être parmi nous. Il n'a pas le droit de venir en France.